Bonsoir, chers élèves. Donc aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre en physique intitulé La gravitation universelle. Donc, je vous conseille tout simplement de bien suivre et aussi, si vous avez des questions à poser, on fera un cours maintenant, pour un élève quelconque de terminale, tout ce qu'il a besoin sur la gravitation universelle, tout ce qu'il a besoin pour traiter un exercice de gravitation, maintenant, vous serez à l'honneur servi. Maintenant, si vous avez des questions, chers élèves, aussi, tentez de les poser. Comme ça, on va essayer de vous aider. Et en même temps, si on termine ce chapitre-là, on va en faire des exercices pour vous permettre de mieux comprendre. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, on va démarrer ce chapitre-là, la gravitation universelle. La gravitation universelle. Voilà. Maintenant, concernant la gravitation universelle, quel est l'objet maintenant de ce chapitre-là? Voilà. L'objet de ce chapitre, c'est d'étudier le mouvement des satellites ici qui tournent autour de la Terre, ou bien aussi étudier le mouvement de la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc là, sur ce chapitre, tout élève doit être en mesure d'étudier le mouvement d'un satellite ici qui tourne autour de la planète Terre. Voilà, maintenant, sans plus tarder, pour aborder ce chapitre, on ne peut pas parler de la gravitation sans parler de la troisième loi de Newton, ce qu'on appelle la loi d'attraction d'Isaac Newton. Donc là, on va parler d'abord en un, ce qu'on appelle la loi ici d'attraction de Newton, qu'on appelle la troisième loi de Newton. Maintenant, que dit cette loi-là de Newton? Newton nous fait savoir que si on a deux corps, ici un corps A, ici un autre corps B, ce corps A-là de masse MA et un autre corps B maintenant de masse MB. Ici, la distance qui sépare les deux corps A et B, cette distance-là, ça vaut R, la distance qui sépare les deux corps A et B. Maintenant, Newton nous dit que si on a deux corps A et B de masse respective MA et MB, ces deux corps-là, A et B, exercent l'une sur l'autre une force d'interaction réciproque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps B, ici, exerce une force sur le corps A. Donc ça, on l'appelle, ça c'est la force que le corps B, ici, exerce sur le corps A. Pareil aussi, le corps A exerce une force ici sur le corps B. Ça, c'est la force que le corps A exerce sur le corps B. Et Newton nous dit que ces deux forces-là, la force que le corps A ici exerce sur le corps B, plus ici la force que le corps B exerce sur le corps A, est égale au vecteur nul. Ce qu'on appelle la somme vectorielle de ces deux forces-là est égale au vecteur nul. Là, ça entraîne quoi? Ici, ça entraîne que la force que le corps A exerce sur le corps B est égale à l'opposé de la force que le corps B exerce sur le corps A. Et l'expression de cette force-là, c'est égal, l'intensité de cette force est toujours égale à une constante notée K, n'est-ce pas, qui est égale au produit de la masse du corps A, multiplié par la masse ici du corps B, sur la distance qui les sépare au carré. Donc, c'est ça la loi ou bien la troisième loi de Newton, ce qu'on appelle la force d'interaction ou bien la force d'attraction de Newton. Newton dit que deux corps A et B de masse respective MA et MB exercent l'une sur l'autre une force d'interaction réciproque F qui est égale au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Voilà. Donc, c'est ça la force d'attraction de Newton. Cette force-là, maintenant, chers élèves, est fondamentale et nécessaire pour étudier ici un satellite qui tourne, par exemple, autour de la Terre. Parce que ici, cette force-là nécessite ici deux corps de masse connus, MA et MB. Donc là, l'utilité aussi, si on a ici un satellite qui tourne autour de la Terre, il nous faut maintenant fondamentalement connaître cette loi-là qu'on appelle la loi d'attraction de Newton. Maintenant, ici, sans plus tarder, on va maintenant parler de ce qu'on appelle ici en deux le champ de gravitation, champ, champ de gravitation, champ de gravitation. Maintenant, c'est quoi un champ de
de gravitation. Un champ de gravitation, c'est juste une région de l'espace où tout corps qui est là, de masse m, est soumis à une force F qui est égale à mgh, comme ça. Un espace ou bien ce qu'on appelle un champ de gravitation, c'est une région de l'espace où tout corps de masse m qui est là est soumis à une force F qui est égale à mgh. Maintenant, ce gh-là, c'est ça qu'on appelle le vecteur champ de gravitation, gh. Le vecteur champ de gravitation GH. Donc, tout corps ici qui se trouve dans un champ de gravitation, tout corps de masse M est soumis à cette force-là qu'on appelle la force gravitationnelle F qui est égale à M ici, GH. M ici est la masse de ce corps-là. GH est appelé le vecteur comme ça. GH, c'est ça qu'on appelle le vecteur champ de gravitation. Vecteur champ de gravitation. Vecteur champ de gravitation. Maintenant, chers élèves, donc, ici, pour étudier le mouvement ici d'un satellite qui tourne autour de la Terre, il nous faut maintenant impérativement utiliser ce qu'on appelle ce vecteur champ-là. Donc, sans plus tarder ici, comment faire maintenant pour étudier le mouvement d'un satellite qui tourne autour de la Terre? Donc là, on va faire maintenant en petit 3 maintenant, étude du mouvement d'un satellite autour de la Terre. Autour de la Terre. Donc, on va étudier ici le mouvement d'un satellite quelconque qui tourne autour de la Terre. Maintenant, ici, supposons que, chers élèves, nous avons ici la planète Terre qui est là. Donc, ça, c'est la planète Terre. Ça, c'est le centre ici de la Terre. Ça, c'est le rayon de la Terre qu'on note RT. Maintenant, on a un satellite ici qui se trouve là. Un satellite de masse M qui est là. Qui se trouve, bien sûr, à une altitude H de la Terre. H de la Terre. Tout en sachant que ici, le centre de la Terre, ici, jusqu'à ce corps-là, ou bien ce satellite de masse M, cette distance, ça vaut R. Et ce petit R-là, c'est égal toujours à RT, qui est le rayon de la Terre, plus H. Voilà. Maintenant, ici, comment représenter ce qu'on appelle la force gravitationnelle? Puisque ici, on a un satellite qui se trouve sur un espace-champ de gravitation. Donc, ce corps-là est soumis à une force, comme on vient de le dire tout à l'heure. Cette force-là, c'est une force qui est toujours centripète. Donc, cette force-là est toujours dirigée vers le centre. C'est une force qui est centripète. F est dirigée comme ça. Maintenant, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir ici un vecteur unitaire, toujours dirigé dans le sens contraire. Un vecteur unitaire U. La Terre de masse mt et un satellite de masse m distant de petit r. Maintenant, quelle est l'expression maintenant de cette force-là qu'on appelle la force gravitationnelle? L'expression de cette force-là, notée F, c'est égal à quoi? C'est égal à moins ici une constante K multipliée par la masse de la Terre qu'on note mt, multipliée par la masse du satellite sur ici la distance qui les sépare au carré. Petit r comme ça, au carré, vecteur unitaire U. Maintenant, ce signe moins-là n'est rien d'autre que F. Ici, on voit que F est du sens opposé par rapport au vecteur unitaire. Raison pour laquelle ici, on a mis un signe moins. Mais en norme, F n'est rien d'autre que cette constante M, cette constante K multipliée par la masse de la Terre, multipliée par la masse du satellite, sur la distance R qui les sépare au carré. Tout en sachant que ce petit r peut être remplacé toujours par ici grand R T plus H, le tout élevé au carré. Donc ici, on considère ces deux corps-là comme le satellite et la Terre qui sont là. Donc l'expression de cette force gravitationnelle, c'est égal à une constante K multipliée par la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance qui les sépare élevée au carré. Cette constante K-là est une constante qui vaut ici 6,67 10 puissance moins 11. Donc, K est une constante connue qui vaut 6,67 10 puissance moins 11. Voilà. Maintenant, toujours, chers élèves, si vous avez
ici des questions à poser. Je reste toujours à l'écoute s'il y a des questions à poser. Sinon aussi, on peut continuer toujours. Donc, l'expression de la force gravitationnelle ici, c'est moins kmt, petit m, là, qui est la masse du satellite sur la distance qui le sépare élevée au carré. Voilà, maintenant, ici, en 4 maintenant, en 4, on va donner l'expression en 4, on va donner l'expression ici, expression du vecteur champ de, expression du vecteur champ de gravitation. Expression du vecteur voilà, champ de gravitation. Maintenant, quelle est l'expression du vecteur champ de gravitation qu'on avait noté tout à l'heure, GH? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ici, à l'altitude H, un espace champ de gravitation, c'est une région de l'espace où tout corps de masse M est soumis à une force F qui est égale à mgh. Donc, F ici, l'expression de F, c'est égal à M qu'on avait dit GH. Sans oublier que F aussi, on avait dit que c'est K multiplié par la masse ici de la Terre, ici sur la masse du satellite, qu'on divise ici par la distance qui les sépare élevée au carré. Donc, petit m ici, c'est la masse du satellite. C'est comme si maintenant on a m GH qui est égal à quoi? Qui est égal à KMT multiplié par m sur R au carré. Là, donc, on peut simplifier par M, qui est la masse du satellite. Et dans ce cas, GH, l'intensité du vecteur champ de gravitation est égale à GH qui vaut KMT sur quoi? Sur RO au carré. C'est ça l'expression ici du vecteur champ de gravitation GH. Toute région de l'espace qui est là, qui se trouve en dehors de la planète Terre, n'importe quel corps qui s'y trouve, possède ce qu'on appelle un vecteur champ GH qui vaut KMT sur RO carré. Voilà, donc là, si vous avez toujours des questions, chers élèves, à poser, là, je suis à votre disposition, toujours. Maintenant, après avoir donné l'intensité du vecteur champ de gravitation GH, souvent on nous demande d'exprimer l'expression du vecteur champ de gravitation. Ici, on va essayer de donner GH ici en fonction de quoi? De G0, rayon de la Terre RT, n'est-ce pas? Ici, et H qui est l'altitude H où se trouve ce satellite-là. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour donner l'expression de GH en fonction de G0, RT et H? Donc là, puisqu'on nous dit que GH égale à KMT sur petit r au carré, tout en sachant que petit r tout à l'heure, on avait dit que c'est égal à RT, bien sûr, plus H maintenant élevé le tout au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à la surface de la Terre? Donc, n'oublions pas que tout à l'heure, on avait dit que si on représente, bien si on considère la Terre qui est là, de masse MT, qui est là, tout à l'heure, on avait donné le schéma. Voilà, tout corps de masse ici, la Terre a une forme qui est là, la masse de la Terre est choisie comme MT. Ça, maintenant, c'est un satellite qui se trouve à une distance H. On avait dit que petit r, c'est toujours égal à RT plus H. Maintenant, ici, comment on va faire pour établir l'expression de GH en fonction de G0? On va considérer maintenant là, à la surface de la Terre. Maintenant, là, à la surface de la Terre, tout corps qui est là est soumis à ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur qu'on note G0, dont la valeur, on nous a dit que c'est égal à 9,8. Nous savons que, chers élèves, ici, au niveau de la planète Terre, tout corps laissé à l'air libre a tendance à tomber. Ça, c'est dû à quoi? À l'intensité de pesanteur qu'on appelle ici le champ de pesanteur terrestre, qu'on note G0, dont sa valeur, c'est égal à 9,8. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer maintenant à la surface de la Terre. Maintenant, ici, à la surface de la Terre, qu'est-ce qu'on a? À la surface de la Terre, GH ici va devenir G0. Comme on l'a dit, à la surface de la Terre, nous avons l'intensité de pesanteur G0, dont la valeur c'est 9,8. Et là aussi, à la surface de la Terre,
RT ici plus H va devenir RT, tout simplement, parce qu'à la surface de la Terre, H égale à 0. Or, ici, RT plus H n'était rien d'autre que petit r. C'est comme si petit r maintenant reste égal à RT. Dans ce cas, ici, que va devenir GH à la surface de la Terre? On vient de dire que GH là va être remplacé par G0, qui est égal à quoi? À KMT. Et ce petit r là peut être remplacé par grand RT, mais élevé au carré, puisque petit r égale à RT. Et dans ce cas ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici que KMT sera égal à quoi? À G0 RT au carré. Voilà, G0 RT au carré. Maintenant, d'où maintenant l'expression ici de GH. GH ici va devenir quoi? KMT sera remplacé par, comme on vient de le dire, G0 RT au carré, sur quoi? Sur petit r au carré qui est égal à RT plus H, mais élevé le tout au carré. Voilà, donc là, chers élèves, on vient de donner l'expression de GH, bien sûr, en fonction de quoi? En fonction de G0, RT carré et H. Voilà, GH étant tout simplement l'intensité du vecteur champ de gravitation. Intensité du vecteur champ de gravitation, bien sûr, en un point quelconque qui se situe en dehors de la planète Terre. Voilà, maintenant, chers élèves, sans plus tarder, on va passer ici à petit 4. Maintenant, en petit 4, on va étudier maintenant la nature du mouvement du satellite. Donc là, on va donner étude maintenant du mouvement ici d'un satellite. Et sur ce petit cadre-là, nous allons essayer, chers élèves, de donner la nature du mouvement. La nature du mouvement. Maintenant, comme on vient de le dire ici, pour étudier le mouvement d'un satellite, comme on a fait une étude dynamique, on va d'abord faire ici une étude dynamique. Voilà, une étude dynamique. Merci, M. Khan. M. Khan, voilà. Si vous avez des questions aussi, M. Khan, je reste à l'écoute. Merci. Maintenant, on va faire d'abord une étude dynamique. Maintenant, ici, faire une étude dynamique, on va étudier le mouvement d'un satellite ici qui se trouve ici à l'altitude H autour de la Terre. Donc, comme on l'a appris en dynamique, pour étudier le mouvement d'un corps, on va toujours définir ce qu'on appelle le système. Donc là, on va mettre d'abord système satellite. Système satellite. On va définir maintenant un nouveau type de référentiel. Là, pour étudier le mouvement ici d'un satellite, on va définir un nouveau type de référentiel qu'on appelle ici le référentiel géocentrique. Maintenant, un référentiel géocentrique, géo signifie ici la Terre, centrique signifie le centre. Donc, ici, on va utiliser le centre de la Terre comme origine. Maintenant, un référentiel géocentrique, c'est un référentiel dont ici le centre de la Terre est utilisé comme origine et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles fixes. C'est ça un référentiel géocentrique. Donc, chers élèves, ici, sur ce chapitre-là, pour étudier le mouvement d'un satellite, on va utiliser toujours le référentiel géocentrique. Voilà. Bilan des forces, ici. Le bilan des forces, comme on l'a dit, ici, la force qui va intervenir, c'est la force gravitationnelle, comme on vient de le dire tout à l'heure, force gravitationnelle. Voilà, la force gravitationnelle. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ce qu'on appelle le théorème du centre d'inertie, un théorème qu'on connaît déjà sur la dynamique. Maintenant, puisque ici, il y a l'existence uniquement de cette force gravitationnelle, le théorème du centre d'inertie nous dit quoi? La somme des forces qui est égale à F égale à quoi? Égale à MA. M ici, c'est la masse du satellite. Voilà. M n'est pas la masse de la Terre, mais M ici, c'est la masse du satellite. Or, tout à l'heure, on avait défini aussi, on avait donné l'expression de F. F, on avait dit, c'est égal à quoi? C'est aussi égal à M, mais GH tout à l'heure. Lorsqu'on donnait ici l'expression du vecteur champ, on avait dit qu'un espace champ, c'est toute région de l'espace où tout corps de masse M est soumis à une force F qui est égale à MGH. Voilà, donc F égale MGH aussi égale à MA. Et dans ce cas-là,
le vecteur accélération A, c'est égal à G, GH. Voilà. Donc A égale G, A égale GH. Maintenant, ici, puisque l'accélération ici, A égale GH, là, on peut maintenant, puisque le mouvement, les satellites, nous savons que tournent autour de la Terre, donc on va éclater l'accélération en accélération normale et accélération tangentielle. Sinon, toujours, chers élèves, si vous avez des questions, là, je reste à votre disposition, si vous en avez. Donc là, A vecteur égale à GH. Comment on va faire maintenant pour donner la nature du mouvement? Maintenant, A égale GH nous permet de dire que ici, A, on va remplacer par voilà, l'accélération ici normale qui est A de N. A de N. Voilà, A de N. Voilà, il y a, je pense, Nafi Dramé qui lève la main. Nafi, si vous avez ici une question, là, je reste à votre disposition. Voilà, maintenant, Mate, vous pouvez rentrer toujours si vous avez des questions. Voilà. Donc, A, on va éclater c'est A, c'est égal à l'accélération normale ici, mais suivant la normale, plus quoi à l'accélération tangentielle suivant la tangente. Et cette A-là, c'est égal à ici GH. Mais tout à l'heure, chers élèves, on avait donné l'expression de GH et on avait dit que GH n'est rien d'autre que ici, K, ici, on avait dit MT sur quoi? Sur RT, bien sûr, RT plus H élevé le tout au carré. Mais toujours A, ici, GH, on l'avait donné en fonction, bien sûr, vecteur GH, en fonction du vecteur unitaire petit u. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir maintenant sur le schéma tout à l'heure qu'on avait donné ici. Voilà. Donc là, ici, pour donner l'expression de A maintenant, ou bien de GH en fonction de U, on avait dit que GH vecteur égale moins KMT sur RT plus H, mais élevé le tout au carré maintenant, sans oublier le vecteur unitaire U, parce que là, on a donné le vecteur GH. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, chers élèves? On va maintenant écrire l'expression du vecteur GH maintenant en fonction de la normale. Sans plus tarder ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la Terre qui a une forme qui est là, de masse bien sûr MT qui est là, ça c'était le rayon de la Terre RT. Notre satellite se trouvait là, bien sûr de masse M, et la distance qui les sépare tout à l'heure, on avait dit que c'est petit r qui est égal à bien sûr RT plus H. Maintenant, ici, tout à l'heure, on avait représenté le vecteur unitaire comme ça, petit u. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir maintenant un nouveau vecteur unitaire qu'on appelle la normale, qui est dirigée dans ce sens-là. La normale est toujours centripète. Là, on l'avait vu, bien sûr, lorsqu'on faisait le chapitre sur la dynamique. Maintenant, sans plus tarder, tout à l'heure, on avait dit qu'aussi F, le vecteur F est dirigé aussi centripète, est dirigé comme ça, F vecteur. Et là, puisque maintenant GH aussi, on peut représenter GH, GH aussi va prendre aussi le sens ici de la normale. Ça, c'est le sens de GH. Donc, GH, chers élèves, ici, c'est important parce que GH est toujours centripète. F aussi est centripète. La normale est toujours centripète. Maintenant, le vecteur unitaire, petit u, est de sens contraire par rapport à ces vecteurs-là. Et dans ce cas, on peut maintenant réécrire l'expression de l'intensité de GH, bien sûr, en fonction de la normale. Et dans ce cas ici, que va devenir A de N, bien sûr, suivant la normale, plus bien sûr A de T, suivant la tangente, va être égal. Donc là, on va réécrire l'expression de GH en fonction de la normale. Et l'expression de GH va nous donner K ici, bien sûr MT sur la RT plus H élevé le tout au carré. Maintenant, suivant la normale. Et là, qu'est-ce qu'on a fait, chers élèves? On a fait que remplacer le vecteur unitaire moins U par la normale. Pourquoi? Parce que la normale et le vecteur unitaire U sont de sens contraire. Donc, la moins U vecteur va donner N vecteur. Et là, chers élèves, on va faire tout simplement par identification. Par identification. Par identification ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura A de N ici qui sera égal à ça et A de T égal à 0. Voilà. Donc là, par identification, on va dire A de T égale 0. Et ici, A de N égale à quoi? Égale à K MT sur quoi? Sur RT plus H, mais élevé au carré. Maintenant, ici, on va utiliser cette première relation ici qui est A de T
égale 0 pour donner maintenant ici la nature du mouvement. La nature du mouvement. Maintenant, nous tous, nous savons que A de t égale 0. Or, chers élèves, depuis le chapitre sur la dynamique, on avait appris que A de t, bien sûr, A de t qui est égal ici à 0 n'est rien d'autre que A de t n'est rien d'autre que d de v sur d de t qui est égal à 0. Or, d de v sur d de t qui est égal à 0 montre que v c'est égal à une constante. Maintenant, si v c'est égal à une constante, là, ça nous montre que le mouvement est uniforme. Voilà, mouvement est bien sûr uniforme. Voilà. Donc, pour montrer toujours que le mouvement est uniforme, il faut toujours montrer que la vitesse est égale à une constante. Maintenant, chers élèves, toujours pour cette deuxième expression où on avait bien sûr A de n, où on avait dit que A de n c'est égal à K mt bien sûr sur RT plus H le tout au carré. Toujours en dynamique, on nous a appris que A de n peut être remplacé toujours par V carré sur petit r. Voilà, qui est égal à quoi? KMT, ici sur RT plus H, bien sûr, élevé le tout au carré. Maintenant, tout en sachant que petit r peut être remplacé par RT plus H. Et dans ce cas ici, on aura V carré sur RT plus H va être égal à KMT sur quoi RT, bien sûr, plus H élevé le tout au carré. Et dans ce cas, on peut simplifier par RT plus H, bien sûr, pour avoir maintenant l'expression de V qui est égale à quoi? Qui est égale à racine carrée de KMT sur quoi? Sur ici, RT plus H. Voilà. Maintenant, chers élèves, l'expression de V ici qui est là, c'est ça l'expression de la vitesse de ce satellite. Donc, dans un exercice, toujours, c'est intéressant de retrouver la vitesse V qui est égale à racine carrée de KMT sur RT plus H, tout en sachant que ici, toujours, ici, on avait dit que KMT, chers élèves, peut être toujours remplacé par G0 RT au carré. Et dans ce cas, cette vitesse va devenir tout simplement la racine carrée de G0 RT carré sur quoi? Sur RT plus H. C'est ça l'expression maintenant de la vitesse V du satellite. Donc ça, c'est faire une étude dynamique. Donc l'étude dynamique nous permet, chers élèves, tout le temps de donner la nature du mouvement, de montrer que le mouvement d'un satellite est uniforme et aussi de donner l'expression de la vitesse. Voilà, maintenant, puisque ici le mouvement de ces satellites-là est un mouvement uniforme, bien sûr, c'est un mouvement aussi qui est circulaire, parce que sans, il faut toujours dire que les satellites tournent autour de la Terre. Maintenant, par contre, ici, on avait dit que tout corps qui se trouve sur la planète Terre a tendance à tomber. Pourquoi? Parce que ce corps-là est soumis à ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur terrestre. Par contre, n'importe quel type de corps maintenant qui se trouve en dehors de la planète Terre, par exemple à l'altitude H, tourne maintenant autour de la Terre. Voilà, donc chers élèves, il faut toujours faire la différence entre ces deux-là. Étudier le mouvement d'un corps qui se trouve au niveau de la planète Terre et étudier le mouvement d'un satellite qui se trouve en dehors. Ici, tout corps qui se trouve dans la planète Terre tombe, bien sûr, est soumis à ce qu'on appelle l'intensité de pesanteur terrestre. Par contre, tout corps qui se trouve à une altitude H est soumis à ce qu'on appelle ici un vecteur champ qu'on appelle un vecteur champ de gravitation. Et ce corps-là tourne tourne autour de la Terre. Voilà, maintenant, puisque ce satellite effectue un mouvement, bien sûr, circulaire uniforme, on a donné l'expression de la vitesse, on peut aussi donner l'expression de de la période. Donc, en 5, ici, on va donner la période maintenant de ce satellite-là. La période la période du satellite. Donc, chers élèves, n'oubliez pas que je suis toujours à votre disposition. Si vous avez des questions ici à poser, je suis toujours à votre disposition. Sinon, ici, on va donner l'expression ici de la période de ce satellite. Maintenant, tout à l'heure, on sait que la période T, c'est égal à quoi? C'est égal à 2pi, bien sûr, sur ici la vitesse angulaire oméga. Or, la vitesse V, bien sûr, c'est R toujours la distance multipliée par la vitesse angulaire.
Et de ce fait, ici, la vitesse angulaire sera la vitesse divisée par la distance r. Et ici, que va devenir la période? La période va devenir 2pi sur, bien sûr, oméga qu'on va remplacer par V ici sur R. Et là, que va devenir T? T va devenir 2pi, bien sûr, R sur quoi? Sur V. Sans ne pas oublier que R, toujours, chers élèves, c'est égal à RT plus H. Et dans ce cas, l'expression ici, l'expression de la période T de ce satellite T ici va devenir, bien sûr, 2pi. R peut être remplacé par RT plus H. Et la vitesse, tout à l'heure, on a donné l'expression de la vitesse qui est égale à quoi? À racine carrée de, bien sûr, KMT sur quoi? Sur, bien sûr, RT plus H. Et dans ce cas, on peut faire remonter la racine pour obtenir 2pi, bien sûr, racine de, ici, RT plus H, le tout au cube, sur quoi? Sur KM. Voilà, donc c'est ça l'expression de la P, de la période du satellite en fonction ici de RT, qui est le rayon de la Terre, de l'altitude H, de la masse de la Terre ici, et de la constante K qui vaut 6,67 10 puissance moins 60, moins 71. Mais tout en sachant que aussi l'expression de cette période-là peut être écrite aussi en fonction de G0 et en fonction de G0 RT carré. Et dans ce cas ici, que va devenir l'expression de la période T? T finalement va devenir 2pi, bien sûr, racine de ici RT plus H, le tout au cube, qu'on va diviser par Km. Or, Km, tout à l'heure, on avait dit que peut être remplacé par G0, bien sûr, G0 RT au carré. Donc, chers élèves, c'est ça l'expression de la période du satellite. Voilà. Si vous avez une question, chers élèves. Une question? Voilà. Sinon aussi, on peut essayer de continuer toujours là. Après avoir donné l'expression de la période aussi, on peut donner la vitesse angulaire, bien sûr. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'il y a une relation qui lie la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Donc là, la vitesse linéaire V, c'est toujours R multiplié par oméga. Et dans ce cas, oméga, c'est tout simplement V sur R. Et on avait donné l'expression ici de la vitesse V qui était égale à quoi? À Km racine de la du moins. V, on avait dit que c'est toujours égal à l'expression de V ici sur, donc on va revenir un peu en arrière pour retrouver l'expression de la vitesse V. V, on avait dit que c'est, voilà, KMT sur RT plus H. Donc KMT sur, bien sûr, RT plus H maintenant qu'on va diviser par R qui vaut bien sûr RT plus H. Et dans ce cas ici, on peut maintenant retrouver l'expression toujours de cette vitesse angulaire oméga en disant que oméga sera égal à 1 sur, bien sûr, RT plus H, racine de, bien sûr, Km, T sur quoi? Sur RT plus H, bien sûr. Donc ça, c'est l'expression ici de la vitesse angulaire de ce satellite-là. Voilà, chers élèves, donc ici, pour l'étude dynamique nous permet de donner la nature du mouvement, ici, pour dire que le mouvement est circulaire uniforme, et aussi cette étude dynamique nous permet aussi de donner l'expression de la vitesse du satellite. On a aussi retrouvé ici la période T de ce satellite, ainsi que la vitesse angulaire de ce satellite. Voilà, chers élèves, maintenant, après avoir fait une étude dynamique, nous allons passer à ce qu'on appelle une étude, mais maintenant une étude énergétique. Donc là, en 5, on va faire une étude énergétique. Étude énergétique. Voilà, donc chers élèves, si vous avez toujours des questions à poser, là, je suis à votre disposition. Maintenant, comment faire une étude dynamique, une étude du moins énergétique. Maintenant, que vaut l'énergie cinétique de ce satellite? L'énergie cinétique, bien sûr, de ce satellite, comme on l'a appris, l'énergie cinétique, c'est toujours un demi fois la masse, fois la vitesse élevée au carré, sans oublier que ici, or V, bien sûr, c'est égal à racine carrée de KMT sur
RT plus H. Donc là, on peut retrouver l'expression de EC en remplaçant tout simplement V carré par sa valeur. Et là, on aura KMT sur quoi? Sur RT plus H. Voilà, c'est ça l'expression de l'énergie cinétique maintenant de ce satellite qui vaut quoi? Qui vaut tout simplement M, bien sûr KMT, sur quoi? Sur 2 facteurs de RT plus H. Tout en sachant que toujours on peut remplacer KMT par G0 RT au carré. Et dans ce cas, l'expression de l'énergie cinétique va devenir M qui est là, bien sûr G0 RT carré sur 2 facteurs de RT plus H. Voilà. Donc, l'expression de l'énergie cinétique, chers élèves, ici de ce satellite, c'est M G0 RT carré sur quoi? Sur 2 facteurs de RT plus H. Voilà. Donc, c'est ça l'expression de l'énergie cinétique maintenant de ce satellite. Maintenant, après avoir donné l'expression de l'énergie cinétique, on va aussi donner l'expression de l'énergie potentielle maintenant de ce satellite. Maintenant, ici, que vaut l'énergie potentielle ici de ce satellite? Maintenant, pour donner l'expression de l'énergie potentielle, chers élèves, on sait que ici, ce satellite n'est soumis qu'à une force F. Et cette force F-là est une force qui est conservative. C'est une force qui est conservative. Maintenant, puisque cette force-là est conservative, là, on sait que donc la variation, bien sûr, de l'énergie potentielle n'est rien d'autre qu'à l'opposé du travail, bien sûr, de la force F, tout simplement. Maintenant, pour donner l'expression ici, bien sûr, de ce travail-là, on va un peu considérer toujours notre planète Terre de masse MT, dont ici le rayon c'est RT. Le satellite se trouve ici à l'altitude H avec une masse M, sachant que la distance ici entre le centre de la Terre tout à l'heure et ce satellite-là, on a dit que c'est petit r qui est égal à RT plus H. Voilà. Maintenant, chers élèves, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore représenter la force gravitationnelle qui est dirigée dans ce sens-là tout à l'heure. Donc là, vous voyez, chers élèves, quelle est l'importance de savoir représenter ici la force F qui est toujours centripète. Et là, chers élèves, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer maintenant un petit déplacement d de r de ce satellite. Donc, supposons que ce satellite au départ était là et tourne autour de la Terre. Maintenant, on va créer un petit déplacement de ce satellite maintenant qui va venir maintenant à un point S', mais ici un petit déplacement qu'on note d de r. Donc, dans ce cas maintenant, chers élèves, ce satellite se trouve là et effectue toujours le mouvement qui tourne autour de la Terre. Donc, ici, chers élèves, considérons un déplacement élémentaire d de r. Ici, on va devenir toujours l'expression de la variation de l'énergie potentielle. On vient de dire que c'est égal à l'opposé du travail de la force gravitationnelle F. Or, ici, chers élèves, depuis la classe première, on nous a appris que le travail d'une force n'est rien d'autre que la force, bien sûr, scalaire le déplacement élémentaire. Travail de F, c'est toujours F scalaire D2, F scalaire D de R. Or, maintenant, ici, chers élèves, que vaut le travail de F, qui est un produit scalaire? C'est toujours la norme de F, comme on l'a appris. Norme de F, bien sûr, fois le déplacement, fois le cosinus de l'angle formé entre ces deux. Or, ici, chers élèves, donc là, je vais mettre F fois D de R, fois cosinus de l'angle formé entre, bien sûr, F et D de R. Or, chers élèves, regardez ici, F est toujours centripète. Voilà, F est centripète alors que D de R est dirigé dans le sens contraire de F. Donc ici, l'angle formé, chers élèves, c'est égal à pi, qui est égal à 180. Donc cosinus pi va nous donner ici moins 1. Donc finalement, le travail de la force gravitationnelle ne serait que moins F, bien sûr, moins FD de R. Et dans ce cas, chers élèves, finalement, que va devenir ici cette petite variation de l'énergie potentielle? Ici va devenir moins ici le travail de F. Ce moins-là avec ce moins va donner tout simplement F fois D de F fois D de R. Voilà, donc chers élèves, ici, puisque maintenant la variation élémentaire de l'énergie potentielle, c'est égal à D de EP équivaut F ici fois D de R. Donc là, on vient de dire ici que D de EP, bien sûr, égal à F D de R. On va tout simplement remplacer F par son expression. Donc D de EP
D de EP va devenir quoi? Va devenir F qui était égal à K ici, M terre, bien sûr, M satellite sur la distance R carré, D de R, tout simplement. Ici, la variable, c'est R. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement appliquer ce qu'on appelle les intégrales. Et dans ce cas, ici, D de EP va devenir finalement EP, n'est-ce pas? Maintenant, que vaut l'intégrale de KMT, KMM sur R carré? Donc, K, n'oublions pas que c'est une constante. La masse de la Terre et la masse de ce satellite-là est une constante. Donc là, on peut les faire ressortir de l'intégrale. C'est comme si, ici, on va chercher l'intégrale de 1 sur R carré. Donc, chers élèves, ici, quelle est la primitive de 1 sur R carré? En mathématiques, on nous a dit que ici, 1 sur R carré, la primitive, c'est moins 1 sur R. Donc finalement, ici, EP va devenir bien sûr moins ici K M terre M satellite sur R, mais plus quoi? Plus une constante. Voilà, donc chers élèves, c'est ça l'expression bien sûr de l'énergie potentielle maintenant de ce satellite-là. Maintenant, ici, ce n'est pas encore fini parce qu'il nous faut déterminer cette constante. Maintenant, chers élèves, toujours, je suis à votre disposition si vous avez ici des questions à poser, je reste à l'écoute. Maintenant, comment déterminer la constante ici? Pour déterminer cette constante, on va choisir ce qu'on appelle l'état de référence. Et souvent ici en gravitation, on va choisir l'état de référence et choisir à l'infini. Voilà, donc notre état de référence pour l'énergie bien sûr potentielle et l'infini, tout simplement. L'état de référence est choisi à l'infini, tout en sachant que, chers élèves, lorsque ici R va tendre vers l'infini, EP infini, bien sûr, égale à 0. Voilà. Si R tend vers l'infini, EP infini sera égal à 0. Et dans ce cas, chers élèves, on va remplacer ici. EP va devenir EP, bien sûr, à l'infini, égal à moins K, bien sûr, M terre, M satellite sur infini, qui est là, plus plus une constante. Là, chers élèves, on vient de dire que EP à l'infini ici égal à 0 et réel sur infini aussi, c'est égal à 0 en mathématiques. Et finalement, ici, on aura ici cette constante, bien sûr, qui sera égale à 0. Et dans ce cas, l'énergie potentielle, bien sûr, de ce satellite qui est à l'altitude H va devenir, bien sûr, moins K M terre qui est là, M sat, sur bien sûr la distance ici, petit r qui est égal à RT plus H. C'est ça l'expression bien sûr de l'énergie potentielle, puisque cette constante maintenant, ça vaut 0. Donc, chers élèves, ici, on a donné l'expression de l'énergie cinétique. Nous avons donné l'expression ici de l'énergie potentielle de ce satellite à l'altitude H. Donc là, il nous reste juste à donner ici ce qu'on appelle l'expression, bien sûr, de l'énergie mécanique. Or, toujours, on nous a appris que l'énergie mécanique, bien sûr, c'est toujours égal à la somme de l'énergie cinétique plus son énergie potentielle. Donc là, on va dire énergie mécanique n'est rien d'autre que énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc là, on ne va faire que remplacer l'énergie mécanique égale énergie cinétique. Tout à l'heure, on avait dit que c'est égal à, bien sûr, on avait dit que c'est M, bien sûr, K, MT sur RT plus H. Je pense qu'ici, c'était 2. Donc, on peut revenir pour l'expression encore de l'énergie cinétique. Voilà, EC, c'est M, bien sûr, KMT sur 2. Donc là, il n'y a pas de signe moins, chers élèves. Donc là, on va essayer d'enlever ce signe moins-là. C'est toujours M, voilà. Donc là, c'est M, KMT sur 2RT plus H, auquel maintenant, on ajoute l'énergie potentielle. L'énergie potentielle qui vaut ici moins, bien sûr, K MT, M sur quoi? Sur RT plus H. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste essayer de réduire au même dénominateur. Donc, que va devenir l'expression, bien sûr, de l'énergie mécanique? L'énergie mécanique du système, maintenant, de ce satellite va devenir ici moins M, bien sûr, K, MT, sur quoi? Sur 2 facteurs de RT plus H. Voilà. Donc là, on va juste réduire au même dénominateur pour obtenir l'énergie mécanique du système maintenant de ce
de ce satellite. Maintenant, toujours, chers élèves, ici, il y a aussi des exercices où on va vous demander souvent de comparer l'énergie mécanique, l'énergie cinétique et aussi l'énergie potentielle. Donc, on vient de donner les trois formes d'énergie que sont l'énergie cinétique de ce satellite, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Maintenant, ici, comme on vient de le dire, après avoir fait une étude énergétique, on peut aussi passer à un nouveau type de satellite qui est un satellite un peu particulier qu'on appelle un satellite géostationnaire. Voilà, donc là, donc en 6, nous allons parler, chers élèves, du satellite, bien sûr, satellite géostationnaire. Voilà, donc là, chers élèves, c'est un satellite qui est un peu particulier. Voilà, ce n'est pas n'importe quel type de satellite. D'abord, souvent, au niveau des exercices, on va vous demander d'abord de définir ce que c'est qu'un satellite géostationnaire. Et sachez que, chers élèves, un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui semble être immobile pour un observateur terrestre. Ça veut dire quoi? C'est comme si on a un observateur qui se trouve au niveau de la planète Terre, ce satellite-là, c'est comme si ce satellite ne bouge pas. C'est un satellite qui semble être immobile, bien sûr, pour un observateur terrestre. Et maintenant, souvent, qu'est-ce qu'on va vous demander? De donner quelles sont les caractéristiques ou bien même les propriétés de ce satellite-là. Donc ici, pour donner les caractéristiques ou bien même qu'on appelle les propriétés du satellite géostationnaire. Donc, il nous faut toujours savoir que, chers élèves, ça, c'est toujours à connaître. Ce satellite-là tourne évolue dans le plan équatorial. Donc là, on va dire il évolue dans le plan équatorial. Ça veut dire quoi? Ce satellite ne se trouve pas au niveau des pôles, mais il évolue dans le plan de l'équateur. Voilà. Donc ici, comme deuxième propriété aussi, il faut aussi savoir que ce satellite-là tourne dans le même sens que la Terre. Donc là, on va dire que ce satellite, bien sûr, donc là, on va dire que ce satellite, bien sûr, ce satellite géostationnaire, tourne dans le même sens, voilà, dans le même sens que la Terre. Or, chers élèves, nous tous, nous savons que la Terre tourne de l'ouest vers l'est. Donc là, c'est si vous voulez, on va préciser de l'ouest vers l'est. Voilà. Et maintenant, ici, ce qui est aussi important à souligner, chers élèves, c'est que ce satellite géostationnaire possède la même période que la Terre. Donc, même période que la Terre. Or, chers élèves, nous tous nous savons que la Terre ici possède deux périodes parce que la Terre non seulement tourne autour d'elle-même en 24 heures, mais aussi la Terre tourne aussi autour du Soleil en 365 jours. Donc, ici, la même période que la Terre. Donc, ça veut dire quoi? La période du satellite géostationnaire, bien sûr, que je note si vous voulez TG, c'est égal à la période, bien sûr, ou bien je note ça. La période du satellite que je notais, 24 heures, n'est-ce pas? 24 heures qui est bien sûr égale à 86 400 secondes. Ça veut dire quoi? Ce satellite géostationnaire possède la même période que la Terre qui est égale à 86 400 secondes. Ou bien même, si vous voulez, chers élèves, on va dire 24 heures. Maintenant, chers élèves, tout à l'heure, ici, on vient de souligner que ce satellite n'est pas n'importe quel type de satellite. Où se trouve maintenant ce satellite-là? Ça veut dire que à quelle altitude H se trouve ce satellite géostationnaire? Et dans ce cas, pour retrouver l'altitude H où se trouve ce satellite, on va faire appel à la période du satellite. Tout à l'heure, donc là, je vais d'abord mettre l'altitude, bien sûr. L'altitude H où se trouve ce satellite-là. Si on nous demande de déterminer l'altitude H où se trouve ce satellite, on va faire appel à ici la période, bien sûr, où on avait donné l'expression de la période tout à l'heure. Que vaut l'expression de la période, chers élèves? On se rappelle, l'expression de la période T du satellite, on avait dit que ces périodes-là T
n'est rien d'autre que 2pi, bien sûr, racine de, tout à l'heure, on avait dit que c'est RT plus H, le tout au cube sur quoi? Sur Km, qui est égal à G0 RT carré. Donc là, ici, cette période-là du satellite n'est rien d'autre que aussi la période de la Terre. C'est ça qu'on avait dit tout à l'heure, qui est la valeur de 86 400 secondes. Maintenant, comment on va faire pour déterminer maintenant l'altitude H maintenant de ce satellite-là? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va élever la période au carré. Donc là, T au carré, là aussi, on va élever au carré. Ça va donner ici 4pi carré multiplié par, bien sûr, RT plus H. Là, RT plus H au cube, bien sûr. Sur quoi? Sur G0, RT au carré. Et dans ce cas ici, on va faire T carré multiplié par G0 RT carré va être égal à 4pi carré facteur de RT plus H le tout au cube. Et dans ce cas, que va devenir ici RT plus H? Bien sûr, RT plus H va devenir tout simplement la racine cubique de quoi? De T carré multiplié par G0 RT carré sur quoi? Sur 4pi au carré, la racine cubique. Or, ici maintenant, il nous reste à déterminer H. Finalement, ici, chers élèves, l'expression de H va devenir tout simplement la racine cubique de T carré multiplié par G0 RT carré sur 4pi carré, la racine cubique de tout ça, auquel on enlève maintenant RT. Voilà, c'est ça l'expression d'un tel satellite. Et ici, chers élèves, retenez que à chaque fois qu'on vous demande de déterminer l'altitude H, si vous remplacez la valeur de T ici, comme on vient de le montrer en haut, la valeur de T, c'est 86 400 secondes. G0, c'est l'intensité de pesanteur terrestre qui vaut 9,8. RT, c'est le rayon de la Terre qui vaut aux environs de 6400 km, mais qu'il faut convertir bien sûr en mètres. Là, divisé par 4 pi carré, auquel aussi on enlève la valeur de RT qui vaut 6400, 10 puissance 3 mètres. Par calcul, chers élèves, on va trouver H de l'ordre de 36 000 km. Voilà, maintenant, certainement, vous allez vous dire que comment j'ai fait ici pour donner directement la valeur de 36 000 km. Maintenant, chers élèves, il faut savoir que toujours, tout à l'heure, on a dit que ce satellite géostationnaire ne se trouve pas n'importe où. C'est un satellite qui est un peu particulier, qui se trouve toujours à l'altitude H, qui est aux environs de 36 000 km. Donc, chers élèves, face à un exercice sur la gravitation, si vous trouvez l'altitude H, une valeur qui n'est pas proche de 36 000, sachez que vous avez fait une erreur. Voilà, une erreur. Donc, sachez que toujours le satellite géostationnaire se trouve toujours à l'altitude H qui vaut 36 000, 36 000 kilos, 36 000 kilomètres. Voilà, donc c'est ça maintenant ce qu'on appelle ici le satellite géostationnaire qui est un satellite un peu particulier. Voilà, après avoir donné ici ce qu'on appelle, parler de ce satellite-là qu'on appelle géostationnaire, le satellite géostationnaire, on va parler maintenant de ce qu'on appelle la vitesse de satellisation. La vitesse de satellisation d'un satellite. Donc, en 7, on va parler de la vitesse de satellisation, bien sûr. La vitesse de satellisation qu'on note parfois VS. Voilà, VS. Maintenant, comment déterminer la vitesse de satellisation? Ou bien même, avant de déterminer l'expression ici de cette vitesse-là, on va parler d'abord, c'est quoi la vitesse de satellisation? Voilà, la vitesse de satellisation n'est rien que la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un satellite, mais bien sûr à partir du sol pour le satelliser. C'est-à-dire que pour l'amener sur une orbite de rayon R. Voilà, maintenant, ici, n'oublions pas que ça, c'est toujours la planète Terre, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qu'on appelle ici la vitesse de satellisation, c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer, qu'il faut lancer ici ce satellite à partir du sol, à partir de là, pour l'amener ici sur une orbite de rayon R, pour l'amener ici. Voilà. Donc, la vitesse de satellisation, je répète, chers élèves, c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un satellite pour l'amener sur une orbite de rayon R. Maintenant, sans oublier que ici, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que toujours il y a la force gravitationnelle F qui est toujours centripète. Donc là, il n'y a que la force gravitationnelle qui est une force conservative. Maintenant, puisque ici, c'est une force conservative, on va appliquer ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique.
Or, ici, puisque, comment appliquer la conservation de l'énergie mécanique? Puisqu'on lance ce satellite-là à partir du sol pour l'amener sur une orbite de rayon R. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'énergie mécanique au sol, là, énergie mécanique au sol, c'est égal à quoi? L'énergie mécanique, bien sûr, à l'altitude H, ce qu'on appelle la conservation. La conservation, l'énergie mécanique est partout la même. Donc, l'énergie mécanique au sol est égale à l'énergie mécanique à l'altitude H. Or, ici, que vaut l'énergie mécanique au sol? L'énergie mécanique au sol n'est rien d'autre que ici, EC au sol, plus EP, bien sûr, au sol. EP au sol. Et là, que vaut l'expression de l'énergie mécanique? Tout à l'heure, on avait dit que l'énergie mécanique, c'était égal à moins, on avait dit M, bien sûr, la G0 RT carré, bien sûr, sur quoi? Sur 2 facteurs de RT plus H. Voilà. Chers élèves, c'était ça l'expression de l'énergie mécanique, bien sûr, à l'altitude H. Or, ici, que vaut EC sol? EC sol, on va remplacer par 1 demi de M Vs carré. Or, l'énergie maintenant, que vaut l'énergie potentielle au sol? L'énergie potentielle, tout à l'heure, l'expression de l'énergie potentielle, on avait dit que c'est moins M, bien sûr, G0 RT carré sur petit r, sur petit r. Or, maintenant, on a dit au sol, petit r va être remplacé par RT. Voilà, par RT. Au sol, chers élèves, on avait dit que H égale à Z, H égale à 0. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins, bien sûr, M G0 RT carré sur quoi? Sur 2 facteurs de RT plus H. Voilà, RT plus, plus H. Et dans ce cas, c'est ce vs-là qu'on va chercher. On va transposer pour obtenir quoi? 1 demi de M, bien sûr, vs carré, va devenir ici moins M G0, ici RT carré. Voilà. Sur toujours ici 2 facteurs de RT plus H. Donc, chers élèves, toujours, si vous avez aussi des questions à poser, je reste à votre disposition. Si aussi vous avez compris aussi, ça fait plaisir de faire réagir. Maintenant, si vous avez des questions, je reste à votre disposition toujours. Voilà. Sinon, on va essayer de continuer et de donner l'expression de cette vitesse-là qu'on appelle la vitesse de satellisation. Maintenant, aussi, voilà, si vous toujours à savoir si, chers élèves, vous avez bien compris les explications, voilà. Au cas échéant aussi, je reste à votre disposition. Voilà. Aram Diouf, je vois ici Aram Diouf. Si vous avez toujours des questions, il y a aussi Bintou Mbeng, voilà, Khadilo, voilà, Nafi Touré, Ndeye Nafi Dramé, Pape Mori Dramé aussi, Sohna Mati Diouf. Si vous avez toujours des questions à poser, je suis là. Voilà, je reste à votre disposition. Voilà. Donc là, ici, on a dit que 1 demi de m vs carré, on avait transposé là où j'aurais plus, bien sûr, plus m G0 RT carré sur quoi? Sur RT. Voilà. Maintenant là, il y a Sohna Mati Diouf qui lève la main. Sohna Mati, oui, je suis à votre disposition. Bonjour. Bonjour, Sohna Mati. Oui, monsieur. Oui, vous avez une question? Oui. Mhm. Ici, j'ai pas compris. Comment vous avez fait pour faire un demi de MVS au carré? J'ai pas compris. Voilà. Voilà. Donc là, Sohna Mati, merci d'abord Oui. pour cette question-là. Donc, Sohna Mati, là, on vient de dire que là, je vais revenir un peu. J'ai dit que F est une force conservative. Donc, si F est une force conservative, là, l'énergie mécanique, c'est égal à une constante. Donc, l'énergie mécanique au sol, puisqu'on lance ce satellite-là à partir du sol, c'est égal à l'énergie mécanique sur l'orbite de rayon R, l'énergie mécanique à l'altitude H. Donc, EM au sol égale EM à l'altitude H. Et là, maintenant, ici, EM n'est autre que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, l'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Bien sûr, au sol, puisqu'on a dit EM au sol. Là aussi, c'est égal à l'énergie mécanique à l'altitude H, où on avait démontré ça en haut. Maintenant, quelle est l'expression de l'énergie cinétique au sol? Voilà, toujours. L'expression de l'énergie cinétique sohnamatique, comme on l'a appris, c'est toujours 1 demi mv carré.
1 demi mv carré. Ça, c'est l'expression de l'énergie cinétique au sol qui vaut 1 demi de mv au carré. Donc, 1 demi de mv carré n'est autre que l'expression de l'énergie cinétique Sokhna Mati. Si vous avez compris, ou bien si vous voulez encore d'autres éclaircissements, Oui, merci, j'ai compris. vous avez compris. Voilà, merci, Sokhna Mati. Maintenant, là, je remplace aussi EP au sol par son expression. Tout à l'heure, EP, on avait dit que c'est mg0 RT carré sur petit r, mais puisqu'on a souligné au sol, petit r, c'est égal à RT. Et là, on transpose. Finalement, on va obtenir 1 demi de m, bien sûr, vs carré, égale. Là, maintenant, on va faire que, ici, si vous voulez factoriser, bien sûr, par m, ici, g0, r carré, bien sûr, là, facteur de quoi? Facteur de, là, il va nous rester ici 1 sur RT. Et là, il va nous rester moins 1 sur 2 facteur de RT plus H, tout simplement. Maintenant, là, l'énoncé va nous donner ici, ou bien on va d'abord ici simplifier par petit m. Là, les petits m vont partir. Et que va devenir Vs ici au carré. Vs au carré va devenir 2 G0 RT carré, facteur de quoi? 1 sur RT moins 1 sur 2 facteur de RT plus H. Voilà. Donc ici, que va devenir Vs? Vs va devenir la racine carrée tout simplement de 2 G0 RT carré, bien sûr, facteur de 1 sur RT moins 1 sur 2 facteur de RT plus H. Voilà. C'est ça l'expression de la vitesse de satellisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vitesse minimale qu'il faut lancer à un satellite à partir du sol pour l'amener sur une orbite de rayon R. Voilà. Donc, c'est ça la vitesse de satellisation, autrement aussi appelée, chers élèves, première vitesse cosmique. Parfois, dans un exercice, on va vous demander de déterminer ce qu'on appelle la première vitesse cosmique. Ce qu'on appelle première vitesse cosmique n'est rien d'autre que la vitesse de satellisation. Maintenant, après avoir déterminé la vitesse de satellisation, il y a une autre forme de vitesse maintenant qu'on appelle la vitesse de libération. Maintenant, chers élèves, ici, en 8, toujours en 8, on va parler de la vitesse de libération. La vitesse de libération. Voilà, chers élèves, c'est quoi la vitesse de libération? On va aussi définir la vitesse de libération, toujours Khadilo, si vous voulez, ou bien Ndeynafi, il y a aussi Sokhna Mati qui avait tout à l'heure posé une question très intéressante. Voilà, chers élèves, tout à l'heure, on a défini ce qu'on appelle la vitesse de satellisation. On avait dit que c'est la vitesse minimale qu'il faut lancer à un satellite ici à partir du sol pour l'amener ici sur une orbite de rayon R, qui est un peu différent maintenant de la vitesse de libération. La différence, c'est quoi? C'est que la vitesse de libération, ici, chers élèves, nous avons toujours la planète Terre qui est là. Maintenant, c'est quoi la vitesse de libération? C'est la vitesse minimale qu'il faut lancer ce satellite-là à partir du sol et pour l'amener à l'infini. Pour l'amener à l'infini. Tout à l'heure, la vitesse de satellisation était la vitesse minimale qu'il faut lancer à un satellite pour l'amener sur une orbite de rayon H ou bien de rayon R à l'altitude H. Mais par contre, la vitesse de libération, c'est la vitesse minimale qu'il faut lancer à un satellite, mais pour l'amener à l'infini. Autrement dit, pour qu'il s'échappe à l'attraction terrestre, tout simplement. Si on l'amène à l'infini, ce satellite-là s'échappe à l'attraction terrestre. Voilà, pas mourir. Si vous avez une question, pas mourir. Ou bien aussi, Sokhna Mati Diouf, si vous avez une question, toujours. Donc là, chers élèves, on va appliquer toujours la conservation de l'énergie mécanique. Donc là, l'énergie mécanique, bien sûr, au sol, égale énergie mécanique, bien sûr, à l'infini. Donc, on va appliquer la conservation. Là aussi, on va faire cette même démarche. L'énergie mécanique n'est rien d'autre que l'énergie cinétique. Bon, je vais mettre d'abord énergie cinétique au sol, plus bien sûr EP au sol. C'est égal à quoi? À l'énergie mécanique à l'infini, où on avait dit que c'est égal à 0.
tout simplement. Là, donc, chers élèves, on va remplacer EC au sol. C'est 1 demi de M. Maintenant, V, on l'appelle VL carré, qu'on appelle vitesse de libération. Plus, bien sûr, l'énergie potentielle au sol, où on avait dit que c'est moins M. Voilà, G0. Voilà, RT carré. Au sol, on a dit que maintenant, tout à l'heure, petit r va tendre vers grand R. Voilà, donc là, c'est toujours important. Si vous avez des questions, chers élèves, je suis à votre disposition. Voilà, si vous avez des questions par rapport à la différence qui existe entre ces deux types de vitesses-là, qu'on appelle la vitesse de libération et la vitesse de satellisation. Donc, il y a toujours une différence entre ces deux types de vitesses. Donc là, EC sol va être remplacé par 1 demi de M VL carré. VL n'est autre que la vitesse de libération. EP maintenant au sol, c'est MG0 RT carré sur RT. Pourquoi sur RT? Parce que petit r va tendre vers grand R. Pourquoi? Parce qu'au sol, chers élèves, H égale à 0. Voilà, maintenant ça vaut combien? Ça vaut 0. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va simplifier là par M pour obtenir ici VL carré, tout simplement, qui va devenir 2, bien sûr, G0 RT. Voilà, là, on va simplifier les RT et le carré va partir. Donc là, cette vitesse-là, bien sûr, VL carré, on peut dire tout simplement donc là que, on peut dire que là, donc, ou bien VL carré qui vaut 2 G0 RT. Donc VL va devenir la racine carrée. Donc VL ici va devenir tout simplement la racine carrée de quoi? De 2 G0 RT. Voilà. C'est ça maintenant, chers élèves, l'expression de la vitesse, ce qu'on appelle la vitesse la vitesse de libération d'un satellite. À ne pas confondre, bien sûr, pas mourir toujours avec la vitesse de satellisation. Vitesse de satellisation, c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un satellite à partir du sol pour l'amener sur une orbite de rayon R. Par contre, la vitesse de libération, c'est la vitesse minimale qu'il faut communiquer à un satellite pour l'amener à l'infini. Maintenant, chers élèves, toujours, on va aborder la dernière partie qu'on appelle bien sûr la période apparente. La période apparente, donc là, on va mettre en 8 ce qu'on appelle la période ici apparente. La période apparente d'un satellite. Maintenant, chers élèves, ici, la période apparente n'est rien d'autre que, donc là, si vous avez une question, Sokhna Mati Diouf, là, je suis toujours à votre disposition, Sokhna Mati. Monsieur, Oui, Sokhna Mati. je voulais demander pourquoi ici vous n'avez pas remplacé l'énergie cinétique par KMT, MC2, LT plus H au lieu de Voilà, 1 maintenant. carré. Voilà, Sokhna Mati, pourquoi on a remplacé l'énergie cinétique par 1 demi de M V carré? C'est tout simplement parce qu'on veut déterminer la vitesse. N'oublie pas que ici, on a dit détermination de la vitesse de satellisation. Donc, c'est la vitesse qu'on nous demande de chercher. La vitesse minimale qu'il faut lancer maintenant ce satellite-là à partir du sol, qui est différent. Oui, Sokhna Mati? Oui, c'est bon, monsieur. Vous comprenez? Donc, EC, c'est la vitesse ici. Ça nous permet de tout simplement déterminer la vitesse minimale qu'il faut communiquer, qu'il faut lancer, qui est différent de la vitesse où se trouvait ce satellite-là. C'est un peu différent. Donc, l'expression de EC, on va remplacer par 1 demi de M V carré. Et c'est ce V-là qu'on va déterminer, VL, qui est la vitesse de libération pour ce qu'on appelle la vitesse de libération, qui peut être aussi remplacée par VS pour déterminer la vitesse de satellisation. Sokhna Mati, je pense que vous comprenez? Oui, j'ai compris. Voilà, merci Sokhna Mati. Si vous avez toujours des questions, Sokhna Mati, voilà, je reste à votre disposition. Voilà. Donc là, on va aborder la dernière partie qu'on appelle la période apparente. Maintenant, souvent, chers élèves, en langage courant même, on nous dit que l'apparence est souvent trompeuse. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a toujours notre planète Terre qui est là, toujours avec notre satellite qui est là, à l'altitude H. Bien sûr, là, c'est le centre de la Terre, où cette distance-là, Terre-satellite qui vaut petit r, qui est égal à RT plus H. Là, toujours. Maintenant, chers élèves, là, que vaut la période, l'expression de la période du satellite? TS. Tout à l'heure, on avait donné l'expression de la période du satellite où on avait dit en haut, tout
à l'heure que c'est égal à 2pi, bien sûr, racine de, ici, RT plus H, le tout au cube sur quoi? Sur Km qui vaut G0 RT carré. Ça, c'est l'expression de la période du satellite qui se trouve sur une orbite de rayon R. Maintenant, chers élèves, si on a un observateur qui se trouve au niveau de la planète Terre et qui observe ce satellite-là, c'est comme si, ici, ce satellite-là ne possède pas cette même période-là. Pour un observateur qui se trouve ici sur la planète Terre. Donc, l'observateur qui se trouve ici sur la planète Terre semble que la période que ce satellite-là possède, qui vaut 2pi racine de ainsi de suite, n'est pas la même que ce qu'il voit. Raison pour laquelle on parle de période apparente. Donc là, comment faire pour déterminer cette période apparente? Souvent qu'on note TA ou bien T0. On va faire appel ici à la vitesse angulaire maintenant de ce satellite par rapport au référentiel géocentrique. La vitesse angulaire de ce satellite par rapport au référentiel géocentrique n'est rien d'autre que la vitesse angulaire, bien sûr, de ce satellite par rapport au référentiel terrestre, plus aussi, voilà, la vitesse angulaire de ce satellite-là par rapport maintenant toujours à la planète Terre, donc la géocentrique. C'est comme si on utilise tout simplement la relation de Charles. La vitesse angulaire de satellite par rapport au référentiel géocentrique, c'est égal à la vitesse angulaire de satellite par rapport au référentiel terrestre, plus la vitesse angulaire de la Terre par rapport au référentiel géocentrique. Donc là, chers élèves, on va juste remplacer oméga par, voilà, 2pi sur T. Toujours, nous étions à la période apparente. Voilà, je dois vous rappeler aussi, si vous avez toujours des questions à poser ou bien des éclaircissements à faire aussi, je reste à votre disposition. Voilà, donc, chers élèves, donc là, on va continuer sur la période apparente. Tout à l'heure, ici, on disait que la période apparente, ici, qu'un observateur qui se trouve sur la planète Terre, ici, ne voit pas les mêmes choses ici que le satellite qui se trouve ici à l'altitude H, qui possède comme période TS égale 2pi racine de RT plus H au cube sur G0 RT carré. Donc, un observateur situé sur la planète Terre ne voit pas les choses telles quelles. Donc là, pour déterminer cette période-là, qu'on appelle la période apparente, on a dit que la vitesse angulaire du satellite par rapport au référentiel géocentrique, c'est égal à la vitesse angulaire du satellite par rapport au référentiel terrestre, plus bien sûr la vitesse angulaire de ce satellite-là par rapport de la Terre par rapport au référentiel géocentrique. Or, toujours, on sait que oméga, c'est toujours 2pi sur T. Donc là, on va remplacer oméga par 2pi sur la période du satellite, bien sûr, qui est égal à quoi? 2pi ici sur ce qu'on appelle la période apparente que je note TA, plus bien sûr 2pi ici sur la période de la Terre. Parce que ici, chers élèves, il faut comprendre que TS, c'est la période du satellite. TT, c'est la période, bien sûr, de rotation, bien sûr, de la Terre sur elle-même, dont on a vu tout à l'heure que c'est, bien sûr, 24 heures. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier partout par 2pi. Donc là, pour obtenir 1, bien sûr, sur la période du satellite, va être égal à 1 sur la période apparente, plus bien sûr 1 ici sur la période ici de la Terre. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de réduire au dénominateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient toujours 1 sur la période du satellite. Donc là, on multiplie en haut et en bas par tt. Donc là, je mets bien sûr t, la période de la Terre, sur bien sûr ici ta un peu sur ici sur tt. Bien sûr, plus quoi ici? Là, on avait dit que c'est égal à, je vais mettre ici, donc fais de ça un peu. Donc là, pour la période 1 sur TS, voilà, donc là, on va, si vous voulez même, on va essayer de transposer d'abord avant. On va essayer de transposer comme ça sera beaucoup plus facile pour déterminer ici, pour déterminer TA. Donc là, on va essayer de transposer. Pas mourir si vous avez toujours une question, sinon on peut avancer un peu. Donc là, on va essayer de transposer, chers élèves. Donc là, j'ai dit que 1 sur la période du satellite est égal à 1 sur TA, bien sûr, plus 1 sur
la période de la Terre. Donc là, on va transposer, on va obtenir 1 sur TA va devenir 1 sur TS, bien sûr, moins 1 sur la période de la Terre. Et là, maintenant, on va laisser toujours notre 1 sur TA qui va être égal, là, on réduit, ça va donner ici la période de la Terre sur, bien sûr, TS fois la période du satellite, moins, bien sûr, ici, la période du satellite sur, bien sûr, TS fois TT, bien sûr. Voilà, tout en sachant que ici, TT n'est d'autre que la période de la Terre et TS, la période du satellite. Et dans ce cas ici, on a toujours 1 sur la période apparente, c'est égal à la période de la Terre moins la période du satellite, de tout sur TS, bien sûr, TT. Et dans ce cas, on va maintenant intervertir pour obtenir TA, bien sûr, la période apparente qui vaut ici la période du satellite multipliée par la période de la Terre, sur bien sûr ici la période de la Terre, moins la période du satellite. Maintenant, c'est ça l'expression de la période apparente maintenant, qu'un observateur ici qui se situe au niveau de la Terre, voilà la période maintenant qu'on appelle la période apparente. TS n'est autre que la période du satellite. TT, c'est la période maintenant de rotation de la Terre sur elle-même, où on sait que c'est 86 406 secondes. Donc là aussi, on fait la différence TT moins T moins TS. Donc, chers élèves, donc, vous avez ici ce qu'on appelle un résumé de cours ou bien détaillé sur la gravitation universelle. Donc, chers élèves, si vous avez des questions aussi ou bien des éclaircissements, là, toujours à poser, n'est-ce pas? Je suis là à vous écouter. Là aussi, chers élèves, je peux vous proposer, on va vous proposer des exercices qui vont vous permettre de bien comprendre maintenant ce chapitre-là qu'on appelle la gravitation universelle. Et sachez que, chers élèves, tout ce qu'on a dit sur ce résumé-là, maintenant, pratiquement, c'est tout simplement ces questions-là qui vont revenir au niveau des exercices. Voilà, donc, sans plus tarder, ici, on va passer à la correction ici des exercices. Maintenant, ici, chers élèves, vous avez un exercice maintenant sur la gravitation. Ici, que nous dit l'exercice? L'exercice nous donne d'abord ce qu'on appelle la constante de gravitation K, qui vaut ici 6,67 10 puissance la moins 11. Là, on nous donne la masse de la Terre, qui vaut 6 10 puissance 24 kg. Là, c'est le rayon de la Terre, qui vaut 6400 km. Et là, c'est la distance, bien sûr, Terre-Soleil, qui vaut 1,5 10 puissance 8 km. Maintenant, chers élèves, il faut savoir que aussi là, pour ces exercices-là, toutes ces distances-là seront exprimées en mètres. Bien sûr que ici, ces distances-là sont exprimées en kilomètres, mais pour les utiliser, il faut toujours les convertir en mètres. Voilà, donc là, pour la suite, en 2.1, on nous dit deux corps ponctuels, bien sûr, de masse, deux corps ponctuels A et B, de masse respective M et M'. Ça veut dire quoi? La masse du corps A, ça vaut M, et la masse du corps B, ici, ça vaut M', séparés par une distance D, s'attirent selon la loi de gravitation universelle. Voilà, donc tout à l'heure, chers élèves, lorsqu'on faisait le résumé de cours sur la gravitation, on avait dit qu'on ne peut pas faire ou bien un exercice sur la gravitation sans ne pas connaître ce qu'on appelle la loi d'attraction d'Isaac Newton. Maintenant, on avait entamé le résumé sur ce qu'on appelle la loi d'attraction d'Isaac Newton. Donc là, on voit que cet exercice nous parle maintenant de cette loi-là, de ce qu'on appelle la loi de gravitation universelle. Et maintenant, la question ici demandée, chers élèves, c'est rappeler, voilà, rappeler l'expression de l'intensité des forces d'interaction gravitationnelle s'exerçant entre ces deux corps. Donc, chers élèves, là, c'est comme si on demande tout simplement de reprendre ou bien d'encore donner ce qu'on avait donné sur la loi d'attraction d'Isaac Newton. Isaac Newton nous disait quoi? Nous disait que si on a deux corps A et B, de masse respective MA et MB, distants de R, ces deux corps-là, A et B, s'exercent l'une sur l'autre une force d'interaction. F, bien sûr, F, tout à l'heure, on avait dit que F, qui est égal à quoi? Au produit de leur masse, bien sûr, la constante K, masse du corps A, qu'on a appelé M, multiplié par quoi? La masse du corps, bien sûr, B, qu'on a appelé M', sur la distance qui les sépare, élevée au carré.
la distance AB. Donc, ça, c'est la distance AB, élevée élevée au carré. Donc, c'est ça maintenant l'intensité de la force, bien sûr, de la loi de la force gravitationnelle. Voilà. Donc, là, deux corps ponctuels A et B, de masse respective M et M', s'exercent l'une sur l'autre une force d'interaction. Voilà, d'interaction réciproque. Et cette force-là, F, on a dit qu'elle est proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Voilà, chers élèves, là, si vous avez ici toujours des choses à demander, et d'ailleurs même là, l'expression de cette loi-là, on l'a définie tout à l'heure sur le résumé de cours. Donc là, si l'élève a bien compris, il suffit juste de donner l'expression de f qu'on avait donnée sur le résumé. Donc f n'est rien d'autre que k multiplié par voilà, m fois m' qui est égal au produit des deux masses des corps A et B sur la distance AB qui les sépare au carré. Voilà, c'est ça la première question. Représenter, rappeler l'expression de l'intensité de ces deux forces-là. Voilà. Maintenant, ça, c'était la question 2.1. Donc là, en 2.1, on avait demandé de rappeler l'expression de f. Maintenant, toujours en 2.2, donc on va passer à la deuxième question. Maintenant, en 2.2, on nous dit dans l'espace, ici, le Soleil, la Terre et autres astres peuvent être considérés comme des corps ponctuels. Là, on nous dit ici, toujours Nafi, là, on a utilisé, bien sûr, le Soleil et la Terre qui peuvent être considérés comme des corps ponctuels. Voilà, donc Nafila, c'est comme si ici la Terre peut être assimilée au corps A et maintenant le Soleil peut être assimilé au corps B, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La notion nous dit le Soleil exerce sur la Terre une force gravitation d'intensité F où on nous a donné ici l'intensité de F. F égale 3,5 10 puissance 22. Là maintenant, la question demandée, c'est déterminer la valeur de la masse du Soleil. Donc là, on va mettre déterminons la masse du Soleil. La masse du Soleil. Voilà. Maintenant, chers élèves, selon vous, là, comment on va faire maintenant pour déterminer la masse du Soleil? Donc là, je vous écoute. Si vous avez maintenant, ou bien si vous avez une idée sur comment déterminer la masse du Soleil, bien sûr, l'énoncé a bien précisé ici qu'on a les deux corps qui sont des corps ponctuels, considérés comme des corps ponctuels que sont le Soleil ici et la Terre. Maintenant, chers élèves, qui a une idée sur la détermination de la masse du Soleil, Pamouri ou bien Sonamati, si vous avez une idée, si comment déterminer la masse, bien sûr, du Soleil. Nafi, Hadi, là aussi, je suis à l'écoute. Oui, Sorna, une idée, qui a une idée parmi vous? Voilà, donc ici, pour déterminer la masse du Soleil, oui, Nafi, Nafi, je reste à l'écoute. Oui, Puisqu'on nous Nafi, a donné la force gravitationnelle, oui, on pourrait déduire la masse à partir de l'expression de la force gravitationnelle, n'est-ce pas? oui, comment faire? On va mettre F égale à Km fois Oui, M' oui, sur AB au carré. oui, Euh, Après, on fait K mhm, fois M' égale à oui, F fois AB au carré. oui. Après, M', c'est la masse du Soleil, n'est-ce pas? Voilà, si vous voulez maintenant, on va travailler avec, bien sûr, la Terre et le Soleil. On va dire K, M Terre, M Soleil, pour les Ok. différencier. Mhm. Après, on fait MT égale à F Oui, fois AB au carré sur oui, KM. oui, Et voilà. l'expression de M, c'est ça. Voilà, c'est ça, Nafi. Donc, Ok. ça prouve que donc, Nafi, vous avez bien compris. Donc, comme vous l'avez dit, on va tout simplement utiliser l'expression de cette force, Nafi. F, bien sûr, Nafi, on a dit que c'est K, la masse de la Terre, n'est-ce pas, Nafi? La masse du Soleil. Si vous voulez aussi, je peux l'appeler MS, masse Soleil. MT, c'est masse Terre, sur la distance qui les sépare.
Or, ici, Nafi, l'énoncé tout à l'heure nous a donné la distance en haut, la distance Terre-Soleil. Voilà, la distance Terre-Soleil qu'on a ici. Donc là, on va remplacer tout simplement par AB qui vaut, bien sûr, Nafi qui vaut DO carré. Et là, l'énoncé nous a donné F, l'énoncé nous a donné la distance Terre-Soleil. On connaît la valeur de K qui est donnée ici par l'énoncé. Maintenant, on connaît la masse de la Terre qui est donnée. Donc, il nous reste juste à déterminer la masse du Soleil, comme vous l'avez dit, Nafi. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut juste ici multiplier F, bien sûr, par D carré, qui est égal à quoi? À K M Terre MS. Et dans ce cas, Nafi MS va devenir tout simplement cette force-là, multipliée par la distance Terre, bien sûr Soleil, sur quoi? Sur K multiplié par la masse de la Terre, comme vous l'avez dit. Donc là, on ne fait que remplacer maintenant et calculer maintenant. Là, donc, par calcul, on remplace F, c'est donné par l'énoncé. F, on a dit que c'est 3,5 10 puissance ici 22, c'est donné ici. F est connu, bien sûr, F est connu. Là aussi, on connaît la distance Terre ici, Lune qui est donnée ici. On connaît aussi la valeur de K qui est donnée. On connaît aussi la masse de la Terre. Donc là, on ne fait que remplacer. Et maintenant, par calcul, ici, par application numérique, on obtient la masse du Soleil qui vaut bien sûr 2 10 puissance 30 kilogrammes. Donc là, il suffit juste de remplacer les valeurs et de calculer. Et là, on trouve que la masse du Soleil, bien sûr, Nafi, là, ça vaut 2 10 puissance 30 kilogrammes. Voilà. Donc là, je pense que Nafi, vous avez bien compris. Voilà. Maintenant, toujours pour la question qui suit. Ici, en 2, 3, on dit dans le champ de gravitation, un satellite de la Terre en mouvement dans le plan de l'équateur y effectue un mouvement circulaire uniforme à l'altitude H1 qui vaut 400 km. La question 2, 3, 1, ici, en 2, 3, 1, on nous demande de précisons le référentiel d'étude. Le référentiel d'étude pour un satellite qui se trouve à l'altitude H1. Voilà, donc là aussi certainement, je vais vous reposer la question. Hadi ou bien Nafi, si vous avez toujours une idée, ou bien Sornamati, il n'y a pas Mouri aussi. Si vous avez une question, là, on nous dit que on a toujours considéré dans le champ de gravitation un satellite de la Terre. Donc, c'est comme si on va étudier le mouvement d'un satellite qui tourne autour de la Terre, qu'on a fait tout à l'heure sur le résumé de cours. Donc, n'oubliez pas qu'on avait dit que l'objectif de ce chapitre, c'est quoi? C'est d'étudier le mouvement des satellites qui tournent autour de la Terre. Voilà, c'est ça l'objectif de ce chapitre-là. Donc, en 2, 3, l'ENS nous dit bien que on a un satellite de la Terre. Donc, un satellite qui effectue un mouvement de rotation autour de la Terre. L'énoncé nous dit que ce satellite-là se trouve à l'altitude H1. H1 nous est donné. H1, ici, ça vaut, ici, bien sûr, ça vaut 400 km. Maintenant, tout à l'heure, maintenant, Nafi, qu'est-ce qu'on avait dit? Pour étudier le mouvement de ces satellites-là, il nous faut toujours choisir un système. Pour le système, on avait dit système satellite. Voilà, système satellite. N'est-ce pas? Ici, maintenant, on va utiliser quel type de référentiel selon vous? Selon vous, Badara? Je vois Badara qui est là. Badara, vous avez une question? Ou bien, est-ce que vous pouvez répondre à la question comment déterminer ou bien quel type de référentiel utilise-t-on pour étudier le mouvement de ce satellite-là? Oui? Il y a Un Nafi? Nafi, oui? référentiel, un référentiel géocentrique. Voilà, c'est ça, Nafi, le référentiel géocentrique. Donc, pour étudier le mouvement des satellites, tout à l'heure, on l'a dit, on va utiliser toujours le référentiel géocentrique. Voilà, Nafi. Donc là, je vois que vous suivez bien et vous avez bien compris. Donc là, le référentiel d'étude. Donc là, on va mettre toujours le référentiel d'étude et ici, le référentiel, bien sûr, géocentrique. Géocentrique. Tout à l'heure, on avait dit, c'est quoi un référentiel géocentrique? Voilà. Tout à l'heure, on avait dit qu'un référentiel géocentrique, c'est un référentiel au cours de laquelle le centre de la Terre, géo signifie la Terre, centre signifie centrique. Donc, le centre de la Terre est utilisé comme origine. Et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles. Voilà. Donc, Nafi, je pense que
Vous avez bien compris cette question-là. Donc, on va utiliser toujours le référentiel géocentrique. Maintenant, pour la question qui suit, en 2, 3, 2, en 2, bien sûr, 3, 2. Là, on nous dit exprimer la vitesse linéaire de ce satellite, puis calculer sa valeur. Donc là, on va mettre exprimons la vitesse de ce satellite. La vitesse de ce satellite-là. Maintenant, comment exprimer ici la vitesse de ce satellite? Tout à l'heure, chers élèves, on avait fait, n'oubliez pas, on avait fait une étude dynamique. Donc, pour exprimer l'expression de la vitesse, on avait dit qu'il faut toujours définir le système. Le système, tout à l'heure, vous avez dit que c'est un satellite. On étudie le mouvement du satellite. Le référentiel, Nafi a bien répondu que c'est le référentiel géocentrique. Nous sommes d'accord. Donc là, si vous voulez, on va mettre système, oui, système satellite. Référentiel, Nafi a dit, on va utiliser le référentiel géocentrique. Je suis d'accord parce qu'on étudie le mouvement d'un satellite. Les forces qui s'exercent tout à l'heure, on l'a dit. Donc là, je vais vous poser cette question-là. Si on vous demande de faire le bilan des forces ici qui s'exercent sur ce satellite-là, donc là, quelles sont les forces qui s'exercent sur ce satellite-là? Sonamati, ou bien Nafi, ou bien Hadi. Il y a aussi Pamori. Oui, Hadi? Hadi? Oui. Vous avez une question? Donc, si vous avez une question sur le référentiel d'études, oui, Nafi? Le bilan des forces. Oui, le bilan des forces, oui. Force gravitationnelle. Voilà, c'est la force gravitationnelle. Donc là, comme on l'a dit, donc pour un satellite qui se trouve à l'altitude H Nafi, on a tout simplement comme bilan des forces, comme vous venez de le dire, c'est la force gravitationnelle qu'on note F, tout simplement. Voilà Nafi. Donc là, c'est la force gravitationnelle comme bilan des forces. Maintenant, après, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème du centre d'inertie. Que dit le théorème du centre d'inertie? On l'avait fait sur le chapitre la dynamique. Théorème du centre d'inertie nous dit que la somme des forces, bien sûr, somme de toutes les forces égale à M, MA, tout en sachant que M ici, c'est la masse du satellite. C'est la masse du satellite. Or, tout à l'heure, chers élèves, on avait donné l'expression, bien sûr, de cette force-là gravitationnelle qui vaut, ici, bien sûr, on avait dit que cette force-là n'est rien d'autre que moins K, ici, la masse de la Terre, la masse du satellite, sur la distance qui les sépare. On avait dit que c'est DO carré, n'est-ce pas? Maintenant, sur quoi égal à quoi? Ou bien même on va mettre le vecteur unitaire U, parce que F, on avait dit que est du sens contraire toujours par rapport au vecteur unitaire, égal à M sat, bien sûr, fois A. Maintenant, est-ce que vous avez une question, Nafi? Oui? Nafi, oui? Nafi, oui? Voilà, on continue. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant, ici, simplifier par M sat. Et dans ce cas, A va devenir quoi? L'accélération va devenir moins K M terre sur quoi? Sur D carré. Or, D carré n'est rien d'autre que ici le rayon de la Terre plus H1, bien sûr, qu'on va élever au carré, vecteur unitaire U. Pourquoi? Parce que l'énoncé nous dit que ici, la distance qui sépare la Terre et ce satellite-là, bien sûr, c'est H1. Donc, ce satellite se trouve à l'altitude H1. Donc là, c'est le rayon de la Terre plus H1. Donc, c'est ça l'expression de A avec A vecteur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement maintenant réécrire l'expression de la en fonction de la normale, comme on l'avait fait sur le résumé. A ici, bien sûr, peut être réécrit par K, masse de la Terre. Bien sûr, RT plus H, là, élevé au carré. Mais on va utiliser maintenant la normale. Tout à l'heure, on avait dit quoi? On avait dit que la normale est toujours du sens contraire par rapport au vecteur unitaire U. La normale est toujours centripète, voilà, qui est de sens contraire par rapport au vecteur unitaire U. Voilà, donc ici, par définition, que vaut l'accélération en dynamique? Donc là, en dynamique, on avait dit que A peut être remplacé par l'accélération normale, bien sûr, suivant la normale, plus aussi accélération tangentielle, bien sûr, suivant la tangente. C'est égal à quoi? C'est égal à K, MT, sur quoi? RT, bien sûr,
plus h élevé au carré. Donc là, donc on a juste remplacé ce a par an plus at qui est égal à ça, kmt sur rt plus h élevé au carré. Donc là, chers élèves, on va faire tout simplement faire une identification. Voilà, donc par identification, là, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, on va dire par identification. Donc là, on va mettre par identification. On a tout simplement ici A de n, bien sûr, qui est égal à K mt sur quoi? RT plus H que j'élève au carré. Et A de T ici, A de T égale à 0. Donc ici, on a les deux expressions qu'on a. Maintenant, ici, c'est l'expression 1, bien sûr, qu'on va utiliser pour déterminer la valeur de V, l'expression de la vitesse de ce satellite-là. Voilà, donc ici, on va utiliser cette relation 1 qui dit quoi? Qui dit que A de n n'est rien d'autre que KMT sur quoi? Sur RT, bien sûr, plus H1. Donc là, on l'avait appelé H1, bien sûr, H1, voilà, au carré. Or là, que vaut AN? AN, nous tous nous savons que AN, c'est la vitesse élevée au carré sur quoi? Sur petit r. Petit r qu'on peut remplacer par RT plus H1, qui est égal à quoi? KMT sur RT plus H1, mais élevé au carré. Et dans ce cas, chers élèves, on peut sortir l'expression de la vitesse V de ce satellite-là en simplifiant tout simplement par RT plus H1. On va obtenir que V, tout simplement, sera quoi? Sera la racine carrée, bien sûr, de KMT sur quoi? Sur RT, bien sûr, plus H plus H1. Et ici, chers élèves, sans oublier que on peut remplacer KMT même si on veut par G0 RT carré, mais là, ça ne vaut pas la peine puisque l'NC nous a donné ici la masse ici de la Terre. Là, l'NC nous a donné ici la constante K, donc on peut laisser cette vitesse-là. Donc, c'est ça l'expression de la vie. C'est ça l'expression de la vitesse V de ce satellite-là. Voilà. Donc, si toujours vous avez des questions par rapport à la détermination de cette vitesse, là aussi, je suis à l'écoute. Donc, là, si vous avez des questions, après, l'ENOS nous demande même de calculer cette valeur. Donc, il nous faut juste faire une application numérique pour calculer. Donc là, on va faire l'application numérique que va devenir V. On va juste remplacer. Donc là, on nous a donné la valeur de K qui est donnée ici. On nous a donné la valeur de la masse de la Terre. On nous a donné la valeur du rayon de la Terre, RT. Et H1 aussi, on nous a dit que c'est 400 ici kilomètres. Voilà, donc là, on a toutes les valeurs. On ne fait que remplacer. Maintenant, si on remplace, on trouve ici la vitesse qui vaut ici de l'ordre de 7, comme ça, 7,67 10 puissance 3 mètres par seconde. Voilà, c'est ça l'expression de de la vitesse V de ce satellite-là. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, toujours là, je suis à votre disposition, là aussi. Sinon, on va passer à la question ici 2, 3, 3. Là, en 2, 2, 3, 3, on nous dit établir bien sûr les expressions littérales de la période et de la vitesse angulaire du satellite dans ce même repère et de faire même l'application numérique. Donc là, on demande d'exprimer période, la période T de ce satellite TS, bien sûr, et sa vitesse angulaire, la vitesse angulaire de ce satellite. Maintenant, selon vous, chers élèves, comment on va déterminer l'expression de la période de ce satellite-là, TS? Tout à l'heure, lorsqu'on faisait le résumé, on a bien déterminé l'expression de la période du satellite sur le résumé de cours. Donc, selon vous, comment on va faire pour déterminer l'expression? Bien sûr, voilà. Donc, Hadi, oui. Hadi, vous avez une question? Ou bien vous savez comment déterminer l'expression de la période? Hadi? Oui. Oui, Hadi, continuez. Oui. Voilà, donc je pense que Hadi a des soucis, un peu de soucis techniques. Hadi, oui. Oui. C'est deux- Nafi? Hadi, oui. La période, c'est 2 pi R sur V.
2pi. R sur V. Oui, la période c'est 2pi R sur V. Si vous voulez, je peux mettre T égale, bien sûr, 2pi petit r sur V. Oui. Après, oui, Khadi. On remplace directement parce qu'on a toutes les valeurs. Oui, parce que là, petit r, Khadi peut être remplacé, bien sûr, par RT plus H, n'est-ce Oui, pas? Donc oui. là, je vais mettre 2pi. Petit r, je le remplace par RT R, plus H1 sur la oui, vitesse V, tout simplement. Donc oui. là, c'est l'expression de la période Khadi. Voilà, c'est ça. Donc Khadi, là, on ne fait que remplacer donc et Calme. calculer. Voilà, c'est ça, Khadi. Donc je pense que là, vous avez bien compris cette question-là. Et là, par calcul même, si on remplace, parce que tout à l'heure, on avait calculé l'expression de la vitesse, on connaît RT, on connaît H1, donc on va faire tout simplement l'application numérique. Oui, et là, on va trouver que cette période-là, ça vaut 5000 ici par 5562,3 secondes. Donc ça, c'est la valeur de la période de ce satellite-là si on remplace par les données ici, données par les noms, par l'énoncé. Voilà, Khadi. Donc je vois que vous avez bien calculé la période T de ce satellite. Maintenant, comment déterminer la vitesse angulaire? Parce que la question, c'était déterminer la période TS de ce satellite et ensuite déterminer la vitesse angulaire. Maintenant, selon vous, comment on va déterminer la vitesse angulaire de ce satellite-là? Oui, qui a une idée pour la détermination de cette vitesse angulaire de ce satellite? Oui, qui a une idée parmi vous, Khadi ou bien Nafi? Oui, Nafi? Pour la vitesse angulaire, Oui, on peut faire 2pi sur T. oui, parce que oméga, on avait dit que T égale 2pi sur oméga. Donc, bien sûr, Khadi, oméga, on peut faire tout simplement 2pi sur la P, sur la période, tout simplement, comme vous l'avez dit, Nafi. Donc là, on ne fait que remplacer et calculer. Donc là, on va faire cette vitesse angulaire ne serait que 2pi, bien sûr, sur la P, période qui vaut 5000, bien sûr, 562,3 secondes. Et là, par calcul, on va trouver aux environs de 1,13, bien sûr, 10 puissance moins 3 radians radians par seconde, qui est l'unité de la vitesse angulaire. Voilà, donc, Nafi, comme vous l'avez dit, je pense que vous avez bien compris le résumé et il suffit juste, comme vous le faites, d'appliquer tout simplement ce qu'on a dit dans le résumé. Et vous voyez que la gravitation n'est pas si difficile à répondre aux questions posées. Maintenant, toujours ici pour la question 4, là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande en 2, 4, bien sûr, en 2, 4. Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? Entre autres conditions. Oui, vous avez une question, Sokhna Mati? Oui, Monsieur, ici, j'ai pas compris l'expression oui. de la vitesse angulaire. De la vitesse angulaire. Maintenant, Sokhna Mati, maintenant, on nous a toujours appris que pour déterminer la vitesse angulaire, il y a toujours une relation qui existe entre la période T et la vitesse angulaire. Parce qu'on nous a toujours dit que la période T c'est toujours 2pi sur oméga. T, c'est toujours 2pi sur oméga. Toujours. Oui, Voilà. Donc, vous voyez, Sonomati? oui. Donc, T égale 2pi sur oméga. Donc, oméga égale. Donc, lui, ça renvoie que oméga n'est d'autre que 2pi sur la P, sur la période. C'est ce qu'on a appliqué ici. Et on avait déjà déterminé l'expression de la période. Donc, on ne fait que remplacer. Ok, Vous êtes ok. satisfait, Sonomati? Oui, c'est satisfait, oui. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup. Maintenant, en 2, 4, toujours en 2, 4, là, on nous demande quoi? En 2, 4, on nous demande ici, entre autres conditions, un satellite, bien sûr, entre autres conditions, un satellite de la Terre est géostationnaire, bien sûr, si la période de son mouvement vaut 86 400 secondes. Ça, chers élèves, on l'avait dit tout à l'heure lors du résumé de cours. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on demande? Même on demande de justifier cette valeur. Donc là, on nous demande de justifier toujours. Là, on nous demande ici, là, bien sûr, de justifier. Voilà, justifier, bien sûr, cette valeur. Donc, comment justifier la période ici d'un tel satellite géostationnaire que cette période-là vaut 86 400
secondes. Justifiez que ici, que la période de ce satellite, c'est égal à quoi? À 86 400 secondes. Maintenant, chers élèves, oui, Hadi, comment on va faire pour justifier cette valeur-là? Oui, Hadi? Hadi, oui, vous avez une idée sur la détermination ou bien sur la justification? Nafi, oui? Ici, c'est pas parce que le satellite il tourne dans le même sens de rotation que la Terre. Oui, effectivement, Nafi. Tout à l'heure, on avait dit que un satellite géostationnaire, tout à l'heure, on avait dit que n'est pas n'importe quel type de satellite. C'est un satellite bien particulier. Et ce satellite-là, on avait dit que ne se trouve pas n'importe où. C'est un satellite qui se trouve à une position bien déterminée par rapport à la Terre. Et ce satellite-là, bien sûr, Nafi, on avait dit que ce satellite évolue dans le plan de l'équateur. Tout à l'heure, on l'avait dit, n'est-ce pas? Dans le plan équatorial. Ça veut dire quoi? Ce satellite ne se trouve pas au niveau des pôles, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et ce satellite, pour les caractéristiques, on avait dit que tourne même dans le même sens que la Terre, c'est-à-dire de l'ouest vers l'est. Ce satellite aussi possède la même période que la Terre. Voilà. Puisque le satellite géostationnaire possède la même période que la Terre, or, ici, que vaut la période de la Terre? Voilà, ça vaut 24 heures. On avait dit tout à l'heure, les 24 heures qu'on va convertir qui vaut 86 400 secondes. Donc, un satellite géostationnaire est un satellite qui possède la même période que la Terre. Donc, la période, comme vous l'avez dit, Nafi, de ce satellite, c'est la même chose que la période de la Terre, qui vaut combien? Qui vaut 24 heures et qui vaut combien? 86 400 secondes par conversion. Donc, c'est là d'où vient la valeur 86 400, comme vous l'avez dit, Nafi. Donc, ce satellite géostationnaire est un satellite qui possède la même période que la période de la Terre. Donc, même période de rotation. Donc, là, comme vous l'avez dit, je pense que Nafi a bien compris cette question-là. Donc, il nous faut juste maintenant passer à la dernière question. Là, on demande exprimer puis calculer l'altitude H d'un satellite géostationnaire. Donc là, on va mettre en 5 l'altitude, bien sûr, l'altitude H d'un satellite géostationnaire. Maintenant, selon vous, chers élèves, comment on va faire pour déterminer l'altitude H d'un satellite géostationnaire? Tout à l'heure, on l'avait déterminé. Comment on va faire pour déterminer l'altitude H d'un satellite géostationnaire? Oui, je vous écoute. Comment on va faire? Oui, Hadi? Hadi, oui, vous avez une idée sur la détermination de l'altitude H? Oui, Hadi? Oui. Maintenant, ici, tout à l'heure, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que pour la période, oui, Nafi, si vous avez une idée sur la détermination de l'altitude H, On peut passer par Kepler. oui, si vous voulez, on peut passer par la troisième loi de Kepler, si vous voulez. Maintenant, que dit cette loi-là, Nafi? Que le Mhm. rapport du carré de la période sur Oui, le oui, rayon au cube est une voilà, T carré, constante. voilà, sur R au cube, c'est égal à une constante. Et cette Constante. constante n'est d'autre que, oui, mhm. Que vaut cette? Théo, racine de Théo, ou bien je donne l'expression de R ou bien le truc là, la constante. Oui, si vous voulez, on peut dire que T au carré sur, là, ça vaut, Sur oui, R au cube égale à oui. 4 pi au carré sur G0 R carré. Voilà, ça vaut 4 pi carré sur quoi on peut utiliser, au lieu d'utiliser l'expression de G, on peut utiliser l'expression de KM, KMT, n'est-ce pas? Puisque la Ok. notion nous a donné la valeur de K et la valeur de la masse de la Terre. Voilà. Et dans ce cas, là, on peut bien sûr remplacer R par RT plus H, n'est-ce pas? Donc là, on va dire que T carré sur petit r va être remplacé bien sûr par RT plus H, comme tu l'as dit, au cube, n'est-ce pas? Là, c'est égal à 4 pi carré, bien sûr, sur KMT. Et là, maintenant, on va tirer l'expression de RT plus H au cube. Donc là, RT, bien sûr, plus H au cube va être égal à quoi? À T carré, comme vous l'avez dit, Nafi, fois KMT sur quoi? Sur 4 pi au carré. Et dans ce cas, que va devenir ici RT, bien sûr, plus H, va devenir la racine cubique, tout simplement de quoi? De T carré, la racine cubique, bien sûr, de T au carré, multiplié par KMT,
sur quoi? Sur 4pi au carré. Et finalement, maintenant, RT, bien sûr, ou bien même, on va déterminer l'expression de H directement. Voilà. Donc là, que va devenir H directement? Va devenir la racine cubique de T au carré fois KMT. Sur quoi? Sur 4pi carré, bien sûr, auquel on enlève la valeur de R, de RT. Voilà. Donc là, on a toutes les données. Cette période-là, on a dit que ça vaut 86 400 qu'on va élever au carré. Vous avez la constante K donnée par l'énoncé. La masse de la Terre aussi est donnée par l'énoncé, qu'on divise par 4pi carré. Le rayon de la Terre aussi est donné par l'énoncé, qui vaut 6400 km qu'il faut convertir. Maintenant, ici, par calcul, on va trouver ici H, ici, qui vaut, bien sûr, H qui vaut de l'ordre de 36 000 km. Et tout à l'heure, chers élèves, on avait dit que ce satellite-là ne se trouve pas n'importe où. Si vous trouvez autre valeur différente de l'ordre de 36 000 km, sachez que vous avez fait une erreur. Voilà, donc voilà pour ce qui en était pour la séance d'aujourd'hui, chers élèves. Pour l'exercice 1, maintenant, je voulais vous demander sur quel chapitre, chers élèves, voulez-vous travailler pour la séance qui va venir. Maintenant, je vous donne l'idée, Nafi ou bien Khadi. Sur quelle séance ou bien sur quel chapitre voulez-vous qu'on revienne? Oui, Khadi, Sur oui, oscillation mécanique. oscillation mécanique. Oui, Oui, on peut revenir sur l'oscillation mécanique, toujours, si vous voulez. oui. Oui, si vous voulez aussi, vous pouvez choisir Naf Sokhna, oui, Khadi. Cinétique chimie. Sur la cinétique chimie, oui, si vous voulez aussi, on peut revenir sur la cinétique chimie. Oui. Oui, le Hadi aussi, ou bien Sornamati, ou bien Nafi Touré, si vous avez d'autres chapitres à proposer. Donc, vous avez mentionné la cinétique, vous avez mentionné les oscillations mécaniques, oui. Et autoprotolyse aussi. Oui, autoprotolyse de l'eau, voilà. Ok. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vous remercie juste pour votre patience et aussi pour les éclaircissements apportés. Voilà, j'en suis très ravi. Donc, on va se donner rendez-vous pour la prochaine séance. Maintenant, on va faire choisir parmi les chapitres que vous avez mentionnés, soit les oscillations, soit la cinétique ou bien autoprotolyse de l'eau pour vous permettre maintenant de mieux comprendre, voilà, ces chapitres-là. Merci, je vous remercie.